Eh ben salut Roland, Bah salut Canan. comment ça va? Bah ça va et toi? Pas mal, pas mal. Très content de te retrouver pour inaugurer un petit peu ces nouveaux formats là qu'on lance. Bah oui, moi aussi. Ouais, on va parler de plein de sujets tous ensemble là, les membres du collectif. Donc ça va nous permettre d'échanger des points de vue, des sujets, des anecdotes. Et on avait envie de commencer avec une thématique un petit peu particulière aujourd'hui. On voulait parler des intelligences artificielles et plus précisément l'intelligence artificielle dans le cadre de la création de podcasts. Tout à fait. Et on s'était dit que du coup on allait échanger un petit peu toi et moi aujourd'hui sur nos expériences, ce qu'on utilise, ce qui fonctionne pas, ce qu'on en attend et surtout qu'est-ce qu'on en pense aussi d'une manière un petit peu générale parce que bon, même si on fait des podcasts toi et moi, on fait pas vraiment la même chose, on peut le dire. Vous avec Gagago dans le FreakyCast, vous traitez de sujets en lien avec la pop culture. Et bah moi de mon côté, moi je fais les contes de la Lune gibbeuse. Là, bah, c'est de l'écriture d'histoires horrifiques que je mets en son, que je passe en enregistrement. Toi, dans le cadre de ton podcast, justement, est-ce que tu utilises aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle? Je m'en sers un petit peu pour générer mes vignettes d'épisodes parce que je sais pas si tu vois, mais par exemple sur Spotify, tu peux voir qu'en fait chaque épisode a une vignette propre et bon, n'ayant pas de compétences, de capacité à faire des dessins complexes, j'aime bien dessiner, mais faire un dessin complexe, une mise en scène, c'est un peu compliqué. Il me fallait une solution. Parce que vraiment beaucoup en fait au pouvoir évocateur d'une couverture. Que ce soit une jaquette de DVD, de Blu-ray, de manga ou un roman, une nouvelle plus classique. Pour moi, c'est important d'avoir un visuel pour mes épisodes parce que le pouvoir évocateur, il faut qu'il soit présent. C'est une forme de promesse en fait qu'on fait un petit peu quelque part à l'auditeur et à l'auditrice. Tu vois, si je fais une histoire sur un lutin, moi ça me paraît logique d'avoir un lutin en couverture. Voilà, c'était mon usage quasi exclusif jusqu'à présent. Je ne me sers pas de l'intelligence artificielle pour écrire mes histoires, mais je vais y revenir dans un moment. Moi, tout simplement, j'utilise, c'est le générateur qui est fourni avec le moteur de recherche de Bing, qui est assez développé. Enfin, il y a plusieurs applications, que ce soit pour de la recherche d'informations, mais il y a aussi une application pour pour la génération d'images qui fonctionne relativement bien. Moi, j'ai des résultats qui sont assez satisfaisants. Là où en fait le plus complexe entre guillemets, c'est de trouver la bonne formulation, la bonne description de l'image que je veux. Tu fais 5, 6, 7, voire plus tentatives avant vraiment d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Pour l'instant, j'ai pas recherché d'autres applications. Si, j'en ai eu une, mais c'était plus dans le cadre des parties de jeux de rôle que je fais avec des copains, parce que moi j'aime beaucoup jouer aux jeux de rôle. Il y a une autre application dont je me suis servi qui s'appelle Imagine. Ouais. Là qui m'a servi un peu plus pour générer des images, enfin des avatars pour mes personnages, qui fonctionne assez bien aussi, qui a vraiment, on va dire, une palette, on va dire, d'ambiance que tu peux présélectionner qui est assez bien fichue. Le problème sur Imagine, c'est qu'il faut taper en anglais. Donc des fois, aller dans la description, c'est un peu plus compliqué, alors que sur le moteur de recherche de Microsoft, tu peux le faire en français, ça fonctionne. Là où il y a quand même des limites, c'est qu'il y a quand même des politiques, des formes de politiques de censure qui sont mises en place Ah oui. sur ces générations d'images. Évidemment, tu peux pas faire de contenu pornographique. Même les contenus violents sont très très édulcorés, et il y a tout ce qui est en lien avec le respect du droit à l'image des personnes, que ce soit une personne lambda ou une personnalité, où là le moteur te bloque directement.
Personnellement, ça m'a pas posé de problème jusqu'à présent, mais effectivement, c'est pas non plus des outils qui te permettent de faire tout et n'importe quoi. Voilà, on peut considérer que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a évidemment, bon, dans le cadre de production d'images pornographiques, ça peut paraître évident, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus on va dire, les contenus censurés ou les thématiques censurées se multiplient au sein du moteur, enfin de ce moteur-là en particulier. Je ne sais pas si toi t'as cette impression-là ou pas. Ah oui, non mais complètement, oui, c'est de plus en plus bridé. Je pense qu'au fur et à mesure du retour de l'expérience utilisateur, ça bride de plus en plus. Alors à raison ou pas, je sais pas, peu importe. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué d'essayer de contourner, même en essayant de s'amuser à contourner les censures, c'est de plus en plus compliqué. Moi, j'avais effectivement une application qui était assez open au début quand je l'ai utilisée, et c'est vrai qu'elle a vite été bloquée sur un tas de mots un peu sensibles, et du coup elle est devenue beaucoup moins fun pour le côté rigolo, mais bon, je m'en sers encore un petit peu pour le côté création. Juste moi de notre côté, au niveau de l'expérience utilisateur sur la création d'images, nous on a commencé notre podcast un petit peu en même temps que les IA sont apparus dans le paysage. Donc on est né un petit peu avec ça, et c'est vrai que toi tu parlais de visuel. Nous, par exemple le logo du FreakyCast, à la base, ça a été un logo qui a été généré par une application d'IA. D'accord, ok. Parce que comme toi, moi, j'ai pas spécialement de connaissances en graphisme, etc. J'avais pas spécialement volonté de repartir d'un truc déjà existant, pomper un visuel que quelqu'un avait fait pour repartir là-dessus, et puis partir de zéro. Moi, j'ai pas forcément les compétences. Donc, on avait utilisé à l'époque une application qui s'appelle Starray. Que j'utilise encore de temps en temps, et voilà, et on était parti, on avait un logo, donc le FreakyCast, qui était un petit peu moins joli que celui qu'on a maintenant, parce que le gros problème aussi de ces applications-là, c'est qu'à partir du moment où il y a du texte, il y a des lettres qui apparaissent dans le dessin, mais qui ne représentent pas forcément quelque chose. Quand tu génères quelque chose en IA, t'as pas forcément un texte lisible, t'as des espèces de caractères un petit peu mystérieux, etc. Donc le rendu final était bien pour notre début, et rapidement nous on a gardé le logo de base parce que bon, c'était déjà un petit peu notre marque, notre identité, donc on n'a pas voulu repartir de zéro, et j'ai une amie graphiste qui me l'a retotoché, Cécile, que je remercie, et donc il nous a fait un petit logo un peu plus sympa où c'est marqué FreakyCast, etc. Voilà. Donc on a notre logo, c'est un mélange d'IA et de travail de graphisme. D'accord. Et puis sinon on s'en sert je m'en servais un petit peu, mais j'ai arrêté de m'en servir pour créer des visuels pour les épisodes. Alors on l'a fait au début, notamment quand on postait sur les réseaux sociaux un tweet, on essayait de mettre une image d'illustration, et souvent on utilise, pour pas pomper une image de quelqu'un, on générait une image par IA. J'ai arrêté de le faire parce que je trouve que c'est plus parlant aujourd'hui. Maintenant on remet des miniatures avec les différents titres qu'on traite dans notre podcast, et on intègre ça sous forme d'une petite mosaïque, donc c'est plus parlant pour tout le monde, et c'est plus sympa, et on les met aussi en miniature comme toi sur chaque épisode concerné. Donc voilà, du coup c'est plus parlant. Donc on utilise de moins en moins cette IA là. Après on s'en sert un petit peu entre nous pour la déconne, etc. Mais sinon, de toute façon on va pas se mentir, le podcast c'est plutôt de l'audio que du visuel, donc forcément on en a moins l'utilité que d'autres intelligences artificielles. Ouais. Alors après pour la déconne, c'est vrai que c'est marrant d'utiliser ce type d'outil. Là c'était quoi? C'était il y a 2-3 semaines, j'avais demandé au moteur de générer, c'était quoi? Ah oui, c'était en mode chevalier du zodiaque, le chevalier du sanglier. Ah oui, magnifique. Il y avait des résultats assez rigolos, il faut dire. Non mais ça fonctionnait pas trop mal, mais là encore, c'est toujours pareil, tu vois que les processus sont en train d'évoluer, parce que quand tu lui dis chevalier du zodiaque, est-ce que c'est un problème de droit ou est-ce que c'est un problème de langue? C'est moins bien, toute la donnée relative au graphisme de l'animé comme du manga sont peut-être un peu moins bien assimilés par l'IA. Donc c'est vrai que quand tu demandes quelque chose de très précis, tu peux avoir des résultats qui sont un petit peu aux antipodes de ce que tu pouvais imaginer. Donc c'est vrai qu'il faut refaire encore et encore les requêtes avant d'arriver à un visuel qui commence à te plaire. Mais c'est vrai que pour la déconne, c'est vrai que c'est assez sympa.
Oui, sur le Discord, je sais pas si tu te rappelles, on avait bien déconné, on avait créé des images. Enfin, moi, j'avais créé des images avec Daniel Craig en Schtroumpf ou des choses comme ça. Enfin, voilà, des trucs qui ne servent à rien, mais voilà, ça passe le temps, c'est rigolo. Mais c'est vrai que, en fait, l'outil, même s'il est de plus en plus bridé, comme on disait tout à l'heure, il se perfectionne aussi. Donc c'est vrai que les premières images qu'on avait avec, je sais pas, on a beaucoup tourné, c'est les fameuses images où les gens avaient 6 ou 7 doigts, on se dit ah bah ça c'est de l'IA parce que regardez les mains, machin, sont pas. Tout ça, ça évolue à une vitesse folle et je suis persuadé que d'ici quelques mois, peut-être années, on sera plus facilement à l'œil, et c'est déjà presque aujourd'hui le cas sur certains cas, à faire la différence entre du généré et puis une vraie image. Donc ça va générer d'autres problèmes, mais ce n'est pas notre thématique. Pour en parler après si on veut. Non, mais ça ira forcément de pair avec une augmentation d'un certain nombre de restrictions sur ces outils. Moi, c'est comme ça que je l'anticipe. Alors, je peux me gourer, mais c'est plutôt comme ça que je le vois. Après, pour en terminer sur les outils de génération d'images, moi, j'ai pas de scrupule à les utiliser dans notre cadre, parce que déjà, on est un cadre amateur. On gagne pas d'argent et on cherche pas à en gagner. J'ai pas de compétences en graphisme particulière et du coup, effectivement, si je n'avais pas ces outils-là, je ferais quelque chose de moins beau, moins quali, qui me prendrait certainement plus de temps pour un résultat bien moins bon. Et du coup, j'ai pas du tout de scrupule à les utiliser dans ce cadre-là. Je pique le boulot de personne parce que de toute façon, j'aurais pas payé quelqu'un pour faire ce boulot-là, parce que graphiste, c'est un boulot et c'est normal que les gens se fassent rémunérer pour leur travail. Mais effectivement, dans le cadre privé et dans le cadre, on va dire, du bénévolat entre guillemets de notre podcast, évidemment qu'on va pas aller payer un graphiste pour faire notre logo. Donc après, si on trouve des copains qui nous aident, ça a été notre cas, mais voilà, la première piste, ça a été tout de suite de s'orienter vers l'IA. Mais du coup, c'est vrai que je comprends aussi derrière le souci qu'il peut y avoir à travers des illustrateurs de couverture de livres, des choses comme ça, ou même des publicitaires qui se font piquer leur boulot par ces outils-là. Mais bon, nous, dans notre cadre, si tu veux, moi, franchement, j'ai pas de scrupules, je pique le boulot à personne. Non, mais je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect. Effectivement, on fait ça, c'est pour notre plaisir. C'est pas une démarche pro. Il y a pas d'argent qui est généré par les podcasts qu'on fait. On va pas se mentir, on n'est pas non plus avec des niveaux d'écoute comparables, n'importe quoi. Mais avec une chaîne, par exemple France Info ou France Inter, qui font des podcasts d'information, des thématiques, où là c'est dans un cadre professionnel, on c'est sans commune mesure. Donc non, moi je suis assez d'accord avec toi. Dans l'absolu, oui, si je pouvais avoir les services d'un illustrateur ou d'une illustratrice pour chacun de mes épisodes, j'en serais vraiment ravi. Oui. Mais faire un dessin complexe sur une thématique bien précise pour chaque épisode, voilà, vous en sortez un par mois à peu près. Moi, j'en suis pas trop loin non plus. Bon, voilà, ce serait aussi quand même une forme de contrainte qu'on se mettrait en plus par-dessus, quoi. Donc, oui, puis pas forcément y prendre plaisir non plus, quoi. Je veux dire, le podcast, on prend plaisir à le faire, à le préparer. Je suis pas sûr que j'aurais effectivement un grand plaisir à créer des visuels pour juste à des fins d'illustration. Donc cet outil-là me va bien, même si je te dis du fait à part pour le logo où on continue un peu à l'utiliser, c'est vrai que pour le reste maintenant on est reparti sur des choses un peu plus classiques, quoi. Voilà, les mosaïques avec les petites contraintes et ça nous va très bien. Voilà. Ensuite, alors on a un autre type d'IA par contre auquel on ne touche absolument pas. Alors je ne m'y suis absolument pas penché pour être honnête, je ne sais même pas si ce sont des outils qui sont accessibles à notre niveau ou si ça nécessite déjà un petit peu de matos. C'est tout ce qui est vidéo et tout ce qui est modification de voix. On a vu un développement fulgurant là des IA avec des imitations de vocales assez bien foutues, hein, il faut l'admettre. Voilà, des chanteurs qui reprennent des génériques de dessins animés ou des choses comme ça. On avait du Johnny chanter Pokémon, etc. Donc c'est très rigolo aussi. Bon, ça pose également un tas d'autres problèmes de questions éthiques, mais bon, en tout cas, voilà, moi c'est un outil que j'ai même pas regardé comment ça fonctionnait. Nous, on en a pas forcément l'utilité, mais je pense que ça pourrait être assez bluffant. Et pour la déconne, pourquoi pas, à l'occasion, regarder un petit peu en mettant un peu les mains dans le cambouis, mais je ne sais pas si ce sont des outils qui sont à notre portée ou si c'est déjà quelque chose d'un niveau un petit peu au-dessus, moins tout public.
Je sais pas toi si t'as déjà un peu mis le nez dedans ou pas. Pas directement. Alors la vidéo non parce que voilà c'est pas du tout mon univers. Sur les générations de voix, j'ai pas encore mis les mains dans le cambouis parce que en ce moment, je suis plutôt en mode continuer à faire les voix moi-même, d'une part, et d'autre part, quand j'ai des personnages, quand j'ai des rôles à faire interpréter, passer un petit coup de fil aux copains ou alors à d'autres podcasteurs et podcastrices pour qu'ils me fassent quelques voix. Je trouve ça plus sympa. Dans cette logique-là, les gens que j'appelle en général sont contents de pouvoir participer. Et pour moi, ça reste dans cette logique de partager quelque chose. Donc, si on peut aussi garder ça, moi, ça me va très bien. Toi-même, t'as Oui. participé à 2 épisodes avec une superbe interprétation du collègue dragueur relou. Que tu fais très bien. D'ailleurs, je tiens à souligner la France et la francophonie ont le droit de savoir que tu fais très bien le collègue relou. Ce n'est pas du vécu, hein, attention. Non, c'est un rôle de composition. Tout à fait. Mais sur les voix, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts d'histoires d'horreur parce que bon, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime, et je regarde ce que font les autres podcasteurs de chez eux. Et je peux pas m'empêcher de penser que certains ont déjà commencé à s'en servir. Quand t'écoutes certains phrasés dans certaines émissions qui ont, alors c'est un effet de style qui est recherché, c'est volontaire, c'est voulu, hein, mais qui ont un parler qui est très rapide, très monocorde, très peu de variations. Je me dis, c'est quand même bizarre. Alors, je suis pas un pro de la manipulation de l'édition sonore, donc c'est possible qu'il y ait un traitement qui permette d'arriver à ce résultat. Mais quand t'entends à quel point t'as certains phrasés qui sont débités, mais avec un rythme de mitraillette sans respiration, je me dis, c'est quand même assez impressionnant. Et des fois, t'as des tournures de phrases, ou on va dire des liaisons qui sont faites, qui moi me mettent la puce à l'oreille. Alors c'est une impression, et je pointe personne du doigt en particulier, mais moi non, je m'en sers pas, mais j'ai l'impression que ça se développe quand même un petit peu sur tout ce qui est podcast d'horreur à des fins stylistiques, pour poser une forme d'ambiance avec une voix très grave, mais qui parle très vite en même temps, avec un débit très mitraillette là, comme je disais. Ça m'interroge. Parce que autant sur la voix, ça me pose moins d'interrogations que sur l'écriture en tant que telle. Alors, quand je parlais de voix, alors effectivement, pour des voix additionnelles, c'est toujours plus sympa de faire participer les copains. Mais par exemple, j'en sais rien, si t'as envie pour la déconne de faire intervenir un faux Johnny ou un faux Macron ou une célébrité connue, ça peut être rigolo entre guillemets d'arriver effectivement à avoir un rendu de voix assez quali pour que ça fasse le job. Et du coup, justement pour cette fausse utilisation là. Alors, quand je dis fausse utilisation, je précise, en tout cas, moi, ma vision du truc, c'est que tant que ça reste de la parodie, de la déconnade, et que c'est fléché comme ça me pose pas de problème. Évidemment, il n'est pas question de faire croire que telle ou telle personne intervienne vraiment dans ces créations-là. Mais justement, est-ce que toi, pourquoi pas, à la limite, est-ce que t'as déjà éventuellement pensé à ce type d'utilisation ? Non, parce que alors, les exemples que j'ai donnés sont peut-être pas les meilleurs, hein, je précise. Oui, c'est peut-être. Il y a peut-être les exemples qui jouent là dans ma réponse, parce que je vois mal comment je pourrais caler Johnny ou Macron dans une de mes histoires. Non, mais je sais pas, imagine, je sais pas, le narrateur des contes de la crypte ou tu vois des choses comme ça. Ouais. Non, alors très sincèrement, j'ai même jamais, je me suis jamais posé les questions, pour être tout à fait franc, parce que bon, je me cherche encore pas mal sur un certain nombre de choses, donc entre guillemets un problème à la fois. Déjà que j'arrive à voir venir et que j'ai assez de matos pour pouvoir caler ma saison 2, ce sera déjà bien. Après, ce serait vraiment si j'ai un besoin narratif. Si vraiment j'ai un besoin narratif, là, je ne me l'interdirai pas, bien entendu.
si ça sert le propos, si ça sert l'histoire, ouais, franchement, ça peut être sympa, mais pour l'instant, j'ai pas eu, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que ça s'est pas présenté dans mon travail jusqu'à présent. Alors moi j'ai beaucoup rigolé hein, quand t'entends Johnny qui chante Pokémon ou les Chevaliers du Zodiaque, c'est vraiment très marrant. Enfin, quoique c'est un truc, on en a vu plein pendant 15 jours et puis après c'est retombé, Ouais, la plus nouveauté, ouais. personne n'en. Ouais, c'est ça, c'est le côté ludique, même si les applications derrière, à mon avis, effectivement, elles sont là pour durer. Mais tu vois, là, tout de suite, là, c'est peut-être plutôt quelque chose que moi, je vais plutôt le Freakycast le faire, parce que vous faites des petites pastilles parodiques de publicité. Ça, c'est quelque chose. Enfin, vous avez pensé à le faire Pour déjà? l'instant, non, non, on n'a absolument jamais pensé à ça. J'interdis rien, hein, je sais pas, encore une fois, j'ai pas touché à l'outil, donc à voir ce que ça donnera dans le futur, on verra peut-être aussi, peut-être que l'année prochaine, les 37e PCF d'or de la chanson, Ah ouais, non mais on ça, aura non mais là c'est peut-être, triché on là. aura peut-être que des IA, on aura Johnny qui va chanter le générique de Senseiya en parlant de Max et d'Oz, je ne sais pas. Ça peut être rigolo, j'attends de voir Johnny qui chante la rainure d'or sur l'air de des cités d'or, comme ça a été le cas lors de la dernière édition. Donc non, mais bon, ça, je sais pas, pour la Willy déconnade. Mitchell qui chante les cités Voilà. d'or. En tout cas, moi, si On a- tu veux, voilà, éthiquement, j'ai pas de mal avec ça à partir du moment où c'est tiqué parodie, etc. Pour moi, c'est exactement le même taf que Laurent Gérard ou d'autres imitateurs qui reprennent la voix. Ouais. Bon, alors eux, c'est un don inné, un don vocal qu'ils ont. Mais pour moi, c'est le même taf. Après, que ce soit l'IA ou que ce soit un imitateur, mis à part le fait que tu piques le boulot de l'imitateur, toujours, hein, toujours cette même problématique. Mais après, voilà, tant que c'est fait dans le cadre du pastiche ou de la parodie, ça me pose pas de problème. Après, si c'est effectivement de la fake news ou des choses comme ça, c'est déjà un peu plus problématique et c'est à un autre niveau. Donc non, nous, on n'a jamais encore réfléchi à la question. Puis je sais pas si on aurait les compétences techniques pour le faire, mais oh, on sera forcément tenté à un moment donné. Je pense que quand les outils évolueront et que le truc sera vraiment à portée de tous, on le testera comme tout le monde, quoi. Ouais, mais ça c'est quelque chose, je suis assez d'accord avec toi, c'est que même si moi non plus je pense, enfin, je m'en suis pas servi, je vois pas forcément d'usage immédiat, il y a le côté découverte et comprendre un petit peu ce qu'on peut faire avec, pousser un petit peu le curseur pour voir quelles sont les applications. Ça en revanche, ça m'intéresse beaucoup plus, nettement plus qu'un usage développé dans une histoire. C'est le côté, bah, la curiosité technique, hein, tout simplement. Ça me chatouille déjà nettement plus qu'un usage direct, clairement. Bon, voilà, moi c'est tout Mais ce que j'avais à dire concernant ce type d'IA. Et ce que je te propose, sauf si t'as quelque chose à ajouter, bah, c'est de passer peut-être à l'outil qu'on utilise, en tout cas que nous on utilise le plus, c'est tout ce qui est génération, on va dire rédactionnelle, par OpenAI, ChatGPT et les autres outils équivalents. Et là, pour le coup, oui, on en a déjà une utilisation un petit peu plus conséquente, mais pas forcément pour ce qui pourrait être la première chose qui vient à l'esprit. On l'utilise pas forcément pour rédiger. Voilà. Donc, je sais pas si tu veux commencer déjà un petit peu toi, l'utilisation ou la non-utilisation ou les questions que tu te poses par rapport à cet outil. sur l'aspect rédactionnel, je vais en parler après sur l'aspect Ouais. rédactionnel parce qu'on a on a un petit exemple qu'on va partager avec les auditeurs et les auditrices. Donc je vais revenir après. Mais sur le côté recherche, c'est quelque chose dont je me sers de plus en plus. J'ai vraiment commencé mes podcasts sans m'en servir. Plus ça va, plus je commence un petit peu à mettre les mains dedans, sauf que c'est dans un cadre, c'est plus dans ce cadre, tu vois, comme le type d'échange qu'on a aujourd'hui. Là, tu vois, on va aussi, on est en train de préparer quelque chose avec Adrien, des mémoires d'Adrien qui est aussi un membre du collectif pour faire une petite pastille sur la littérature fantastique. Et là, l'outil a pu me servir pour faire quelques recherches, me simplifier un petit peu la vie pour retrouver des sources bibliographiques, documentaires dont je pensais avoir besoin. Là, ça a commencé à m'aider un petit peu et même ça m'a permis de retrouver des informations
sur lesquels j'avais du mal dans la masse des résultats de recherche de Google. Enfin, vraiment, j'avais du mal à retrouver mon chemin, tu vois. Concrètement, là, de quoi je parle. Je voulais parler d'un auteur anglais qui s'appelle William Hope Hodgson. Un auteur anglais qui est mort en 1918, qui a écrit quelques nouvelles et romans que moi j'aime beaucoup, et je voulais faire un petit peu la passerelle entre cet auteur et Lovecraft par la suite. Le truc, c'est que j'arrivais pas à retrouver la référence dans laquelle Lovecraft parlait de l'auteur anglais Hodgson. Je savais qu'elle existait, je savais que Lovecraft avait écrit un essai où il faisait des commentaires sur l'œuvre de Hodgson, mais en passant par Wikipédia ou en faisant mes recherches de manière plus classique, impossible de remettre la main sur ce texte. Et en fait, c'est après m'être fadé les textes originaux, les essais de Lovecraft en français et en anglais, et l'anglais de Lovecraft, j'aime autant te dire que tu pleures un peu, quoi. C'est vraiment au bout de 2 heures que je me suis dit, mais merde, putain, je suis con, j'ai directement posé la question à l'IA qui m'a retrouvé le texte en question qui en fait était mal fléché dans Wikipédia. Tout le monde parlait d'un texte de 1926, sauf que Lovecraft n'avait pas lu l'auteur anglais en question avant 1933. Donc tu vois, il y avait un problème chronologique, et bon, j'ai pu remonter le fil grâce à l'IA. Donc là, pour le coup, ça a pu m'aider, mais en complément de recherche plus traditionnelle. Que bon, moi je suis pas vieux, mais j'ai appris à faire mes recherches moi-même avec un moteur de recherche. Donc, tu vois, je reste toujours sur cette bonne vieille méthode. Ah, moi, on n'est pas né avec ces outils-là. Cette bonne vieille méthode, et là, ça m'a dépanné. Après, est-ce que vraiment c'est fiable d'utiliser presque que de l'IA pour faire des recherches? Parce que, enfin, tu vois, par exemple, vous là, sur le Fredicast, vous faites quand même des recherches un peu pointues pour. Non, alors déjà, moi, je suis pas vieux non plus, je me considère pas comme vieux, mais c'est sûr que si j'avais l'âge d'un étudiant et que j'avais cet outil à portée de main, je pense que je l'aurais également beaucoup utilisé dans le cadre de la rédaction de mes devoirs de classe. Pas forcément pour faire un gros copier-coller, mais je pense que ça peut être un très bon outil d'aide rédactionnelle. Et justement, nous, c'est un petit peu aussi à ça que l'outil nous sert. Alors déjà, avant de vous dire ce pourquoi on l'utilise et en quoi ça marche, je vais vous dire, je vais donner quelques exemples d'utilisation qui n'ont pas fonctionné ou mal et pour lesquels j'ai arrêté, quoi. D'accord. Alors justement, moi, en termes de recherche d'infos, je mets des grosses pincettes à tout ce que peut me sortir ChatGPT. Je pense notamment à l'épisode sur Michael Jackson qu'on avait fait avec Gagago et Monsieur Dams. Je cherchais des références à Michael Jackson dans la pop culture, et je dis je vais lui poser la question. Voilà, trouve-moi 10 liens entre Michael Jackson et les mangas, par exemple, ou 10 références à Michael Jackson dans les mangas, et il m'a sorti une liste, mais en fait, il y avait 90% de la liste qui était fausse, ou que je n'ai pas pu sourcer, parce que en fait, il inventait. En fait, le problème de ChatGPT, c'est que quand il connaît la réponse, il va potentiellement te donner une réponse qui est fiable et valable, mais quand il ne connaît pas la réponse, il va inventer. Il va pas te dire, ou il peut te le dire, mais des fois, il ne te dit pas « je ne sais pas », il te sort une liste d'infos erronées. Et des fois, tu passes plus de temps. Alors, soit tu prends tout, béni oui, tout ce qu'on te donne, et tu le rebalances comme ça, mais forcément, c'est pas fiable, et bon, c'est pas le but de raconter des conneries. Ou alors, tu passes plus de temps à essayer de ressourcer l'info qu'on t'a donnée sans trouver, parce que ça n'existe pas. Est-ce que ChatGPT aurait un problème d'ego, incapable de dire qu'il ne connaît pas une réponse? Je ne sais pas. Alors, tu vois, par exemple, un truc tout con, j'avais en tête. Je voulais faire un lien entre Michael Jackson, qui avait eu son chimpanzé, et un chanteur. Pour moi, il me semblait que Nino Ferrer avait eu un chimpanzé également, et je voulais faire le lien. Et je lui ai posé la question. J'y trouve moi des articles qui me parlent de Nino Ferrer et de son chimpanzé, et il m'a cité, si tu veux, il a même été jusqu'à me mettre des liens URL de sources journalistiques, style Le Point, etc. Mais en fait, c'était des URL qui n'existaient pas. Tu cliquais sur les URL, ils ne menaient à rien, mais il m'a généré des fausses URL pour me faire croire que l'info était sourcée.
Tout ça pour qu'au final, en tapant dans Google, je m'aperçoive que ce n'était pas Nino Ferrer, mais oui, Léo oui. Ferré qui avait Tout à fait la échappé. même chose. Et là, tout de suite, j'ai retrouvé derrière mes billes, quoi. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, moi j'ai complètement arrêté, où je suis très très méfiant, parce que pour moi c'est pas un outil, c'est pas une encyclopédie, c'est une intelligence artificielle. Donc je pense que pour la création de contenu, ça peut avoir une certaine valeur, et on l'utilise un petit peu à ça aussi. Mais pour tout ce qui est recherche, moi je mets des grosses pincettes en disant attention. Je pense à un exemple, un étudiant qui voudrait écrire une thèse en utilisant le chat GPT, ou même pas parler de thèse, un exposé ou quelconque. Je pense que c'est très dangereux, et il faut pas partir sur cette simplicité-là, parce que pour moi c'est de la fausse simplicité. Ça ne fonctionne aujourd'hui, peut-être que ça va évoluer, hein, mais aujourd'hui je pense que ça ne fonctionne tout simplement pas bien, et je pense que cet outil ne sert pas à ça. Mais est-ce que c'est pas le caractère très spécifique de tes recherches qui a, entre guillemets, bloqué a fait planter le... Ouais, mais probablement, mais bon, après, je veux dire, si je veux lui demander quel jour on est, j'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour le savoir. Donc, effectivement, moi, cet outil-là, pour moi, c'était, voilà, plutôt que de poser la question sur un moteur de recherche où il va me lister juste un tas de sources, je me dis, si je peux avoir un texte où j'ai un condensé de toutes les infos que je recherche, ça va être intéressant. Mais ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne pas bien. Par contre, à contrario, effectivement, là pour la rédaction, toujours sur ce fameux épisode, par exemple, qu'on avait fait sur Michael Jackson, on lui avait demandé de rédiger des faux synopsis de films dans lesquels Michael Jackson aurait pu jouer, et là on s'est retrouvé avec des synos de films qui étaient tout à fait, qui auraient très bien pu exister. Hein, et pour preuve, c'est que quand on a posé la question à Adams, notre invité, il s'est trompé. Les vrais films dans lesquels Michael Jackson a joué étaient tellement éclatés au sol qu'il a pensé que c'était l'IA qui avait généré les sinos, et inversement, les sinos générés par l'IA avaient l'air tellement plausibles que c'était tout à fait possible qu'ils puissent avoir joué dans ce type de film. Donc ça, c'était voilà le petit côté un petit peu rigolo. C'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de s'embêter entre guillemets à chercher un faux sino de film et puis de passer une demi-heure à ça, on a généré ça en 5 minutes en posant 2-3 phrases sur l'application, et voilà. Mais bon, c'était juste pour la déconne, et voilà, ça nous a servi à ça. Par contre, nous on a une autre, moi en tout cas j'ai une autre utilisation que j'aurais pas pensé au départ, mais je m'en sers, et il est très fiable pour ça, par contre, en tant que correcteur orthographique. C'est-à-dire que moi je suis pas très copain avec l'orthographe, et que ce soit pour les tweets, pour peu qu'ils soient un petit peu longs, ou les textes qu'on met sur les réseaux, ou le détail des épisodes. Alors je m'en sers pas pour rédiger, c'est-à-dire c'est moi qui rédige. Par contre, une fois que j'ai rédigé mon texte, je vais dans OpenAI, je dis merci de me corriger ce texte, hop, je fais mon coller, et il me recorrige, il me reponctue tout mon texte, et ça c'est super appréciable. Alors faut quand même toujours relire, parce c'est pareil, hein, encore une fois, si tu fais un copier-coller sans relire, des fois j'écris tellement mal qu'il ne comprend pas ce que j'ai voulu écrire, donc il me reformule, et le sens de la phrase n'est plus du tout celui que je lui avais donné au départ. Ou alors il donne un autre sens, ou il y a des mots qui font beaucoup moins naturels, et on voit que sans dire qu'on pourrait dire que c'est de l'IA, mais ça fait pas, c'est presque soutenu, alors que nous, voilà, on est plus sur un langage un peu plus courant, voire familier. Donc je reformule un peu, mais c'est quand même un outil. Et aujourd'hui, c'est sûr que sur les réseaux, si tu postes un message avec 10 fautes d'orthographe toutes les 2 phrases, c'est problématique. Et en ça, je trouve qu'effectivement, c'est un outil, moi, qui me fait gagner un temps précieux, et puis surtout qui nous fait quand même gagner un petit peu on va dire pas en crédibilité, mais ça fait plus sérieux, quoi. Voilà, le travail. C'est un vrai truc, là, je trouve que tu soulèves, c'est la question du vocabulaire employé par les IA. Alors là, je sais pas en l'occurrence de laquelle tu parles. Bon, moi j'utilise OpenAI, ChatGPT, ouais, c'est celle que j'utilise. Parce que moi je comprends ce que tu dis, hein, c'est que t'as des tournures de phrases avec un style un peu familier, mais dans le sens sympathique du terme, et du coup il veut entre guillemets te forcer un peu la main pour revenir sur quelque chose d'un peu plus lisse. Et moi je trouve que la génération de texte par ChatGPT, elle a ce défaut-là, c'est qu'elle est quand même assez lisse. Ok, il y a du vocabulaire, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a vraiment pas tant que ça, et moi c'est un truc, ça me fait vraiment, ça me gratte dans l'oreille,
quand j'ai l'impression d'entendre un texte qui a été généré par intelligence artificielle. Mais ça se ressent moins justement quand tu fais de la correction, parce que moi, Ouais. le texte de base, il est déjà écrit. Hein, on génère Mhm. pas nos textes. Je dis pas merci de me faire un tweet pour me parler d'un épisode. Non, je fais juste un copier-coller de ce Ouais, ouais. que moi j'ai écrit. Et du coup, c'est vrai que quelquefois, il y a ces mots-là qu'il faut que je change, mais ça se ressent moins que si c'était de la génération pure. Oui, oui, parce que t'as une base. Parce Mais je que comprends ce que tu veux dire. C'est un peu formaté, quoi. C'est un langage un clairement peu formaté. formaté. Bah, c'est comme ça que beaucoup d'élèves se font gauler aussi, hein, en faisant du copier-coller ChatGPT, où les profs commencent à identifier ce qui a pu potentiellement être Bah, généré par des IA. Si tu fais pas un minimum un travail de reformulation, bon, c'est un peu dommage. Tes filles, elles se sont pas faites avoir. Ah, elles sont encore trop petites, mais là. Trop petites Oui, oui. pour utiliser Oui, oui, ChatGPT. pour l'instant, les devoirs à la maison, c'est encore pas les rédactions, j'en suis pas là, mais oui, faudra surveiller, même en tant que parent, je pense que c'est un vrai fléau aussi dans le cadre ça peut aider, mais ça peut aussi, je veux dire, à partir du moment où tu fous rien à l'école et que tu demandes à l'outil de te générer ta rédaction et que t'as fini ton truc en 10 minutes et que tu le relis même pas et que tu le redonnes le lundi, bon, c'est pas ça qui va t'apprendre la vie, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est sûr que moi, mes rédactions, vu que j'attendais la veille au soir pour les faire, elles étaient torchées, mais c'était toi. Mais au moins c'était moi. C'était Voilà. horrible. C'était le plus petit texte laissé dans les consignes. Vous faites 30 lignes. T'auras 30 lignes. T'en auras pas 31, t'en auras 30, pas plus. T'es blindé de fautes d'orthographe. Enfin, le truc, mais c'est même pas, j'avais un brouillon pour avoir une première version. Non, c'est, allez hop. Alors ça, par exemple, encore une fois, moi, je pense que c'est un outil que, voilà, moi, je pense que je rédigerai mes rédactions et que je les mettrai dans la moulinette pour me ressortir un truc tout ponctué et tout corrigé. Ça c'est probable. Ne donne pas des mauvaises idées aux gens, voyons. Tu parlais, par exemple, de 30 lignes et pas une de plus. Alors, tu vois, autre utilisation intéressante de ChatGPT, je vais faire un texte un peu long pour tenir dans un tweet. J'ai trop de caractères. Merci de me reformuler ce texte, mais il me faut 100 caractères maxi pour que ça tienne dans un tweet. Merci de te débrouiller pour que... Et il condense, il reformule, machin, et ça tient, et voilà. Mais sachant que, comme tu disais, t'as toujours une base que t'as écrite. Oui. Oui, mais voilà. Nous, dans l'utilisation, voilà. Nous, on n'est pas un podcast qui est généré par intelligence artificielle, hein, on va être là-dessus. Le boulot de recherche, on le fait. Voilà, on en connaît. Voilà, j'en ai entendu des gens qui disent, moi, voilà, je fais mon podcast avec ChatGPT et voilà, non, c'est pas du tout ça. Non, c'est vraiment une aide. Bah, au moins, tu peux pas leur retirer que que certains utilisent ChatGPT ou OpenAI pour faire leur truc, mais qu'ils le disent. Tu peux pas leur enlever. C'est à la limite, je trouve ça presque moins choquant que quelqu'un te dise oui, j'utilise l'outil pour rédiger mes conducteurs et faire mes recherches. Je trouve ça, c'est pas forcément là une pratique que moi je trouve très enviable, mais ça c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Mais y a l'honnêteté de le reconnaître. Alors nous, pour reprendre l'exemple des faux signaux là qu'on avait fait sur Michael, dans l'annonce du truc, c'est voilà, on a fait écrire un faux signaux par ChatGPT, sauras-tu le reconnaître du vrai, du faux, machin. On annonce la couleur, voilà, enfin, après y a pas, pas de compte à rendre, mais c'est vrai qu'on annonce la couleur tout de suite en disant voilà, c'est ChatGPT, car puis aussi parce que l'outil nous amuse et puis que c'est rigolo de le dire, quoi, hein, voilà. Et puis rendons à César ce qui est à César. Donc oui, nous on annonce la couleur aussi effectivement quand on utilise l'outil. Et tiens, juste pour terminer sur la correction orthographique et les tweets, alors un truc aussi sur lequel il faut être super vigilant, c'est que par exemple, des fois je lui demande de me corriger mes phrases avant de poster mon tweet, et dans mon tweet j'ai un lien URL. Et il me corrige le lien URL, c'est-à-dire que par exemple, sur le dernier épisode qu'on a fait, l'autre lien URL finit sur domestique sans E. Il va me rajouter un E dans l'URL de domestique. Je n'ai pas vu. J'ai balancé mon tweet. J'ai cliqué sur l'URL, je fais ça marche pas. Oh merde, quoi. Donc voilà, il faut encore une fois, c'est quand même il faut être assez méfiant. Bon, je me ferais plus avoir maintenant, je me suis fait avoir une ou deux fois, maintenant j'ai compris, je ne mets plus l'URL avant la correction, je le rajoute après, etc., ou je revérifie en cliquant que ça marche bien. Mais c'est un outil qui est encore, je pense, en développement, qui va encore s'améliorer, mais il faut quand même garder une certaine vigilance par rapport à cet outil et ne pas l'utiliser bêtement, quoi. Faut quand même garder des raisonnements intelligents. Ah oui, parce que au final, là l'exemple de l'URL il est assez parlant, mais c'est quand même un peu problématique. C'est que si t'es obligé de faire gaffe
Ce qui te rechange pas ton sens de phrase, qui te change pas le phrasé, que ça sorte du style du message que tu veux faire. Si en plus de ça, faut contrôler les URL, patin couffin, il y a un moment, enfin, tu te retrouves presque à perdre Enfin, plus de temps que si tu avais fait la correction à toi, à la main, non? T'en es pas là non, parce encore. qu'au moins je sais que la correction elle est D'accord. fiable, alors que moi j'ai beau me relire 10 fois, des fois je vais refaire des fautes alors qu'il n'y en avait pas à la base, etc. Et puis voilà, et puis mon phrasé peut être aussi un petit peu lourd, j'ai pas Ah, de forcément toute non façon, plus... c'est toujours après avoir tweeté que tu vois la faute d'orthographe que t'as loupée. Ouais, ouais, non mais oui, oui, oui. C'est classique. Mais non, non, moi je gagne mon temps avec cet outil. Plus le texte est long, plus je gagne mon temps. Mais après oui, bon, il y a quand même un petit travail de relecture, mais non, moi je m'y retrouve quand même dans cette utilisation-là. Non, non. Et puis je l'utilise aussi moi dans le cadre de mon boulot. Tu vois, je fais un mail, je rédige un mail très long sur lequel je donne des tas d'explications. On sait ce que c'est le boulot, on n'a pas forcément le temps de se relire, etc. Bah tu passes un petit coup de machin dans la moulinette, hop, ça te ressort un truc, ponctuation, des tirets, Mm. tu relis évidemment pour vérifier que ça t'a pas changé de chance, mais voilà, t'as gagné un quart d'heure de correction et de remise en page, etc. Donc non, non, moi c'est un outil que j'apprécie plus pour ça que pour la Ouais. rédaction, quoi. Aujourd'hui, tu vois, le correcteur orthographique de Outlook, Microsoft ou compagnie, bah je trouve que c'est Ah, beaucoup moins efficace ouais, que cet c'est clair, outil-là, quoi. c'est loin d'être parfait, ça c'est Alors que clair. là, voilà, si la phrase est pas correcte, il te la reformule, Mm. machin, truc, etc. Mm. Donc non, 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 pour moi, cet outil m'a quand même beaucoup aidé et facilité, on va dire presque changé la vie, c'est peut-être un peu grand, mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est l'utilisation première, c'est reformulation et correction de fautes d'orthographe, plus que pour la rédaction et pour l'invention, quoi. Ouais, mais ça, là en fait, on parle de la forme, en fait. Ça, c'est de l'aide rédactionnelle sur la forme, mais sur le fond, moi, j'utilise pas d'intelligence artificielle pour écrire mes histoires. Je ne sais pas si d'autres le font, mais je t'ai préparé une petite pastille. En fait, bah, on peut le dire, hein, je te l'ai envoyé avant l'émission Oui. pour que tu l'écoutes, mais c'était un truc que je voulais partager avec nos auditeurs et nos auditrices. C'est un exercice. Du coup, j'ai demandé à OpenAI de m'écrire une petite histoire horrifique pour essayer de jauger un petit peu de la qualité rédactionnelle et de la capacité de ce type d'outil pour te produire un contenu original. Et je te propose qu'on l'écoute Mhm. et que bah, après On on échange échange dessus. dessus. Ça marche. Ok? Allez, on écoute Allez. ça. Je m'appelle Lucas et je suis un passionné d'urbex. J'aime visiter des lieux abandonnés, sentir l'histoire qui s'en dégage et capturer des images insolites. Je partage mes aventures sur mon blog où je reçois de nombreux commentaires et encouragements. Un jour, j'ai reçu un message d'un internaute qui se faisait appeler Le Gardien. Il me disait qu'il connaissait un endroit incroyable, un ancien asile psychiatrique situé à la périphérie de la ville. Il me donnait l'adresse exacte et me disait que je pouvais y aller quand je voulais, mais qu'il fallait que je sois prudent car ce lieu était hanté par les âmes des patients qui y avaient souffert. Il me disait aussi que je devais respecter les lieux et ne toucher à rien. Il terminait son message par ces mots. Si tu es assez courageux, tu vivras une expérience inoubliable. Mais si tu as peur, n'y va pas, car tu risques de ne pas revenir. J'ai été très intrigué par ce message et j'ai décidé de relever le défi. Je me suis rendu sur place, un soir de pleine lune, muni de ma lampe torche, de mon appareil photo et de mon téléphone portable. J'ai trouvé facilement l'entrée de l'asile, qui était dissimulée par une grille rouillée. Je l'ai forcée et je suis entré dans le bâtiment. Il faisait sombre et il y régnait une atmosphère oppressante. Je me suis dirigé vers le hall d'accueil où je me suis retrouvé face à un grand panneau qui affichait le nom de l'asile, Sainte-Marie. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée au gardien, en lui demandant si c'était bien là. Il m'a répondu par un simple « oui ». Je me suis ensuite avancé dans les couloirs, en suivant les indications du gardien, qui me guidait par message. Il me disait de prendre telle ou telle porte, de monter ou de descendre des escaliers, de traverser des salles. Il me faisait découvrir des endroits glauques, comme la morgue, la salle des électrochocs ou la chapelle. Il me racontait aussi l'histoire de l'asile et les horreurs qui s'y étaient déroulées. Il me disait que les patients étaient traités comme des animaux,
qu'ils étaient torturés, violés, lobotomisés ou tués. Il me disait que certains d'entre eux étaient des criminels, des fous dangereux, mais que d'autres étaient des innocents, des victimes de la société ou d'expériences scientifiques. Il me disait que leurs esprits erraient encore dans les lieux et qu'ils cherchaient à se venger des vivants. Je commençais à avoir peur, mais je continuais à avancer, poussé par la curiosité. Je prenais des photos de tout ce que je voyais, et je les envoyais au gardien, qui me félicitait pour mon courage. Il me disait que j'étais le premier à avoir osé explorer l'asile, et que j'allais bientôt atteindre le cœur du lieu, le secteur le plus secret, le plus terrifiant, le secteur 13. Il me disait que c'était là que se trouvaient les patients les plus dangereux, les plus fous, les plus monstrueux. Il me disait que c'est là que se cachait le plus grand secret de l'asile, celui qui avait provoqué sa fermeture brutale et qui avait été effacé de tous les registres. Il me disait que c'est là que je devais aller, si je voulais connaître la vérité. J'ai fini par arriver devant une grande porte métallique, sur laquelle était inscrit en lettres rouges « Secteur 13, accès interdit ». La porte était verrouillée par un cadenas, mais le gardien m'a envoyé le code pour l'ouvrir. Je l'ai fait, et j'ai poussé la porte. Je me suis retrouvé dans un long couloir, éclairé par des néons vacillants. Il y avait des cellules de chaque côté, dont certaines étaient ouvertes et d'autres fermées. Je pouvais entendre des bruits étranges, des râles, des cris et des rires. Je sentais une odeur nauséabonde, mélange de sang, d'urine et de pourriture. Je me suis avancé, en tremblant, en me demandant ce que j'allais trouver. Je suis passé devant plusieurs cellules où je voyais des choses horribles. Des corps mutilés, des visages déformés, des membres arrachés. Des êtres humains qui ressemblaient à des monstres ou à des cadavres. Certains me regardaient avec des yeux fous, d'autres m'ignoraient. D'autres encore me suppliaient de les aider ou de les achever. Je continuais à prendre des photos et à les envoyer au gardien, qui me disait de ne pas m'arrêter, de continuer jusqu'au bout. Il me disait que j'étais presque arrivé, que la dernière cellule était la plus importante, celle qui contenait le secret de l'asile. J'ai fini par atteindre le bout du couloir, où se trouvait une dernière porte, la plus grande et la plus solide de toutes. Sur la porte, il y avait une plaque sur laquelle était écrit « Patient numéro 13, ne pas ouvrir ». J'ai hésité, mais le gardien m'a envoyé un message qui disait « Ouvre la porte et tu sauras tout. Ouvre la porte et tu seras libre. Ouvre la porte et tu seras... » Écoute, moi je trouve que c'est plutôt quali pour quelque chose qui a été rédigé par une IA. Là, on est sur une petite pastille de 5 minutes, ça tient la route sur du 5 minutes. Je suis pas sûr qu'on pourrait, ça pourrait tenir la route comme ça sur 1h30 si c'était un film ou une fiction audio, mais ouais, je pense que tu peux prendre ta retraite là, c'est bon. Bah merci, ça fait plaisir. Sympa. Ouais, alors c'est normal que ça s'arrête comme ça parce que passer ces 5 minutes en fait, l'IA a planté. L'IA a planté et impossible de lui demander de reprendre là où elle avait planté. Alors, je sais pas, est-ce que d'autres outils peut-être plus puissants permettraient d'écrire plus longuement? Bah, moi, ce qui est sûr, c'est que les outils qu'on a à notre disposition sont des outils grand public, et c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va faire le prochain blockbuster de film, etc. Je pense que, par exemple, là, en ce moment, c'est aussi beaucoup d'actualité, des scénaristes, enfin des sociétés de production de films qui auraient l'idée de rédiger de faire un film par une intelligence artificielle, ne travailleraient pas avec les outils qu'on a nous. Ah non, ça c'est déjà parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais il y a énormément de bris dans tout genre, qui fait que ce serait pas forcément intéressant pour la création. Et puis oui, c'est des outils un peu trop formatés, etc. Mais je suis persuadé que il y a déjà des outils plus puissants et orientés pour tel ou tel métier qui font que à l'avenir on aura probablement
des productions cinéma ou autres qui seront issues, alors peut-être retochées par des scénaristes, mais dont la trame principale sera grandement, on va dire, amorcée par l'intelligence artificielle. Ouais. Ça, Bah, c'est sûr. en fait, ouais, mais moi, tu vois, mon impression sur ce texte, c'était que, bon, effectivement, alors, je vais être assez critique, voire presque de mauvaise foi, donc hésite pas à me reprendre hein, si, Mhm. si tu trouves que je suis trop de mauvaise foi. Mais bon, en fait, j'ai l'impression que si on n'est pas trop regardant, ouais, ça fait le job. Ouais, une pastille comme ça, ouais, ça fait le job. À la lecture du texte, vraiment, j'étais sceptique, mais je me suis dit, laissons entre guillemets sa chance au produit et j'ai essayé de le traiter un peu comme un texte à moi, c'est-à-dire bon, j'étais comme t'as entendu, Oui, t'as mis j'ai fait une l'intonation et lecture tout. avec un peu d'intonation, un petit habillage musical léger, hein, j'ai pas trop fait dans le sophistiqué. Mhm. Et tu vois, avec le tout, ça passe, effectivement, ça passe. Et par certains aspects, là encore, hein, c'est mon avis personnel qui engage que moi, mais ça me fait penser à certains podcasts d'horreur, surtout ceux qui font du creepypasta. C'est ce qui est en clair, c'est à peu près plus d'un tiers des podcasts d'horreur, c'est du creepypasta. Tu peux nous redonner la définition du creepypasta, s'il te plaît? Ah oui, creepypasta, c'est une creepypasta, c'est une légende urbaine mais qui a la spécificité en fait de s'être développé sur Internet et principalement en fait sur les forums de discussion. Tu vois, genre Le Momo, truc 4chan, comme ça. Ouais. voilà, exactement. Mm. Et qui ont connu, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant, qui ont connu une forme de viralité et qui en fait, c'est une creepypasta. Pasta, c'est pas pour les pâtes. Je sais que tu m'as posé la Bah oui. question, mais non, c'est pas tes carbonara, non, non, c'est pasta de copy paste, copier-coller en anglais. Ok. Et ça a connu une viralité parce que c'était des textes assez courts qui, en fait, avaient cette facilité-là de très facilement, tu copies-colles et puis tu les partages sur un autre forum et tout, et c'est ce qui a permis un peu leur diffusion. Et en fait, là, tu vois, le format qui a été généré me fait penser un petit peu à ça. Mais alors moi, ça, je dis ça avec mon regard peut-être un peu critique. Moi, j'essaye d'écrire des histoires. Je me fais un petit peu chier pour le faire. Et alors, c'est un petit peu de mauvaise foi. Je suis prêt à le concéder, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme complexité dans la rédaction du texte. On a des emplois de temps qui restent quand même assez simples. Mm. On a un registre de vocabulaire, ouais, qui est bien celui de l'horreur, mais il y a quand même relativement peu de variété. Tu vois, moi j'aime quand un auteur nous montre qu'il a une maîtrise d'un registre large pour pouvoir apporter de la nuance, de la poésie. Et là, c'est quand même assez premier degré, assez terre à terre. Et bon, en plus de ça, quand tu regardes le sujet n'est pas méga original. Quand on connaît un petit peu les creepypasta, c'est pas un sujet qui est super original. C'est de l'urbex, donc exploration urbaine de lieux abandonnés. En clair, c'est les mecs qui vont aller faire des visites des égouts ou alors se balader dans des zones industrielles désaffectées. Tu sais ils y vont avec leur Oui, l'urbex, GoPro, ouais. avec leur téléphone. Bon, ça tu vois, c'est un sujet qui dans les creepypasta est quand même assez souvent utilisé. Et puis bon, le thème de l'hôpital psychiatrique abandonné, mais dans combien de films, de séries, de jeux vidéo on a vu ça. Donc tu vois, il y a quand même pour moi la légèreté dans le cœur du texte. Et c'est peut-être ce qui me pose le plus de soucis, c'est qu'il n'y a presque pas de développement. On a un mec qui se balade, sans réelle motivation dans un hôpital psychiatrique abandonné. Il a absolument aucune difficulté pour rentrer. On lui donne les codes et tout. On te balance un registre de la peur avec de la mort, des viols, des fous, des monstres. On est J'ai été plongé dans le noir. surpris d'ailleurs là-dessus, tu vois, je pensais pas que l'IA allait parler de viol ou de choses comme ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question si t'avais retouché le texte ou si c'était à la virgule près. Ouais, mais non, c'est à la virgule près ce que le truc
m'a envoyé. Mais là, c'est du propos rapporté quand même. Hein. C'est pas dans ton histoire que ça se passe. Je pense que la limite, elle est là. Oui, mais néanmoins l'emploi du terme Oui, c'est est vrai. assez rare pour être souligné. Je suis d'accord avec toi, et moi aussi ça m'a fait tiquer la première fois que j'ai vu ça. Mais tu vois, en fait, moi ce que je veux dire, c'est que c'est pas méchamment élaboré de mon point de vue, et ça me pose un souci parce que, encore une fois, c'est mon point de vue personnel qui n'engage que moi, mais quand tu écris une histoire, tu veux prendre ton auditeur par la main et tu veux l'emmener. Il faut, et c'est à toi en tant qu'auteur de faire des efforts pour l'accoutumer au cadre angoissant que tu lui proposes, et qu'il y ait une forme de confiance qui se crée entre l'auditeur et celui qui écrit l'histoire, pour au final réussir à faire accepter des choses impossibles et leur donner de l'importance. Mais là, tu vois, encore une fois, c'est mon impression, c'est qu'il faut que tu acceptes d'emblée la situation sans vraiment la questionner. Alors, encore une fois, c'est de la creepy, enfin moi ça me fait penser à de la creepypasta, donc c'est un petit peu inhérent au genre, mais tout de même. Et en fait, moi ça me pose un petit peu des questions pour la période actuelle et pour les un petit peu les temps qui vont venir, avec un sujet, les creepypasta par exemple, tu vois, il y en a un paquet dont on a connaissance, qui existait avant que les IA s'ouvrent vraiment au public. Tu vois, il y a Slenderman, Candle Cove, The Rake par exemple, ça existait, mais aujourd'hui, vu que tu as quand même beaucoup de podcasts qui font des histoires horrifiques, encore une fois, j'ai l'impression on est entre un tiers et la moitié des podcasts d'histoires horrifiques qui parlent de creepypasta. Et quand t'écoutes, en fait, moi, ils ont un style souvent qui est pas hyper élaboré. Donc, est-ce que ça veut dire que en face, on a des gens qui écrivent des creepypasta mais qui tâtonnent un petit peu, qui se cherchent un style et tout, ou bien est-ce que ça veut dire que on a des IA qui sont déjà à l'œuvre dans l'écriture d'un certain nombre de podcasts qui font des histoires? Et je parle des sujets d'horreur parce que c'est ce qui m'intéresse personnellement le plus, mais je pense que ça c'est quelque chose qu'on doit pouvoir décliner sur d'autres thématiques. Et moi en fait là c'est vraiment du questionnement assez large qui s'empare de moi. C'est que en tant que créateur de contenu, moi ça m'interroge vraiment. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'utiliser une IA pour écrire son matos? Est-ce qu'il faut le dire quand on s'en sert, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, quoi. C'est quel est l'intérêt au final d'utiliser une IA pour écrire son matos? Parce que faut que ça, enfin, Où est le mérite? bon, bah, même sans parler de mérite, parce que pour moi le sujet du mérite est trop touchy, et j'ai pas et je considère pas avoir de légitimité pour pouvoir décerner des médailles du mérite à un tel ou un tel et pas à un autre. Non, c'est plus en fait, c'est où est le plaisir? Ah bah oui. Où est le plaisir d'écrire? Parce que si t'as pas de plaisir pour écrire, pour partager un truc derrière, pourquoi tu fais ça? Là, franchement, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Après, nous, voilà, nous, on fait partie d'un collectif où on a que des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. On a tous tous les podcasts qui sont faits, enfin, dans notre entourage sont des créations originales. On est des créateurs de contenu, mais on le fait par le plaisir. On le fait pas dans le cadre de générer du revenu ou d'avoir des followers, etc. Donc peut-être aussi que effectivement ces gens qui supposément créent rapidement par l'IA ont derrière d'autres ambitions, et ils ne le font pas certainement par passion, mais plus par appât du gain ou appât de notoriété. Ou je pense que la réponse elle est là, tout simplement. Nous effectivement ça nous viendrait pas à l'idée de faire un épisode 100% généré par une IA dans lequel on n'aurait rien donné si ce n'est que notre voix pour répéter le truc. Voilà, donc derrière le travail qu'on fournit, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que les gens apprécient, ont appris des choses, et continuent à nous écouter. Mais je pense qu'effectivement, les gens qui font ça avec ces outils, mais uniquement avec ces outils, pas en support, mais vraiment en création, c'est vraiment des gens qui sont sur d'autres attentes que les nôtres.
Bah, moi, là, je vais être dans le jugement, mais je pointe personne du doigt. Mais je trouve ça fondamentalement assez cynique, en fait. Je trouve ça assez cynique. Alors, tu vois, en fait, il y a une comparaison, moi, qui m'est venue une fois que j'ai eu fini de mixer, que j'ai écouté la petite pastille dans un contexte normal. En fait, ça m'a fait l'impression d'un plat en conserve, Hmm. tu vois. C'est ton assiette de spaghetti bolognaise que tu manges. Alors, ok, si ta sauce elle vient d'une conserve, ok, ça fait le job. Mais fondamentalement, est-ce que c'est pas mieux de faire entre guillemets ta sauce, ta bolo toi-même, quoi? Après, ça peut être Là, des gens qui sont fans de montage, fans de doublage, qui adorent faire des voix, mais qui sont nuls à l'écriture, et qui se disent, moi je veux faire un truc qui raconte des histoires, mais je suis nul à la rédaction, donc je vais me servir de ces outils-là pour rédiger. Par contre, ah, derrière, je vais me faire plaisir, parce que je vais faire toutes les voix de mes personnages, je vais mixer, je vais traficoter la voix, je vais faire du montage, je vais rajouter des bruitages, je vais jouer ma musique, je vais faire ma musique, je vais mettre l'ambiance. Ça peut aussi être, voilà, des gens qui n'ont pas spécialement, ils sont pas spécialement intéressés par la rédaction et par l'histoire en elle-même, mais qui aiment bien tout ce qui est à côté, quoi. Aussi, ça ouais, peut ouais, être ça ouais, aussi. ouais. Ouais, non, mais c'est très intéressant ce que tu soulèves parce que en fait, moi j'ai mon prisme en tête et c'est vrai que c'est plus l'écriture en tant que telle qui est pour moi le vecteur d'entrée dans un podcast. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à ce sujet-là, des gens dont le plaisir ça peut être plus, ouais, comme tu dis, le montage, le mixage et la capacité à pouvoir produire un habillage sonore. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Encore une fois, j'ai pas de preuve que effectivement il y ait des gens qui utilisent des IA sans le dire pour écrire, pour écrire leur fond. Personne, j'ai beau être dans le jugement, fondamentalement, je suis personne pour juger, donc j'accable personne. Mais moi personnellement, ça m'interroge, ouais, ça me questionne beaucoup en fait. Ouais. Bah, on n'a pas parlé des IA de génération de musique. Ça existe, ça? Ah, bien sûr, bien D'accord. sûr, bien sûr, bien sûr, Ah bah bien sûr. vas-y, je t'écoute, je connais pas du tout. Alors, j'ai un peu d'expérience parce que moi, dans mes histoires, l'habillage sonore est presque aussi important que l'histoire en tant que telle, parce que moi je considère que c'est un tout. Et c'est pour ça que ta remarque un peu plus tôt, je la trouve très pertinente, parce que moi je prends vraiment pas mal de plaisir à faire ça aussi. Mais pour avoir un habillage sonore, bon, bah, faut des samples, il faut du Oui. matos, ça bouffe beaucoup de place sur le disque dur, et quand t'es pas en capacité de pouvoir les créer, bah, ça peut être un peu frustrant. Alors, moi, j'ai du bol parce que j'utilise un site internet qui propose du matériel libre de droit. Donc j'ai pu me constituer une sonothèque qui commence à ressembler à quelque chose. Et pour bah, notamment là, le fond sonore là, qu'il y avait là dans la pastille qu'on Hmm. qu'on a écouté, ça vient de là. Mais il y a des moments, bah, tu te dis, je voudrais un truc un petit peu plus spécifique. Et t'as beau fouiller dans tes registres, tu trouves pas. Donc moi je m'étais penché sur la question de la génération de contenu musical par IA. Et oui, oui, ça existe. Alors, ça reste assez standardisé parce qu'en fait, il te propose principalement de faire des boucles avec des thématiques précises. Est-ce que tu veux un rythme latino? Est-ce que t'es plus sur un Hmm. fond avec un quartet à cordes? Est-ce que tu veux plutôt une ambiance un peu plus pop, Faut ce déjà genre être de un peu truc? plus musicaux, ça, je pense, pour en mettre un peu, pour que ça ressemble à quelque Bah, chose, quoi. oui, puis après, il te propose le nombre d'instruments que tu veux mettre. C'est assez formaté, c'est assez standardisé, ce qui fait que je m'en suis pas servi au final, même si j'ai fait des recherches, parce que en fait c'est plus de la génération de boucles. T'as pas toujours quelque chose avec un petit peu de caractère. Et moi-même n'étant pas musicien, mais pas du tout, j'ai aucun sens du rythme, c'est une catastrophe. Je m'y retrouvais pas. Je m'y retrouvais pas. Mais voilà, enfin, juste ce que je pouvais dire, c'est que ça existe. J'ai pas perçu
toutes les possibilités que les outils proposent parce que j'ai pas le savoir musical pour me projeter, mais ouais, ça existe en accès libre, hein. C'est des sites internet que tu trouves assez facilement si tu tapes IA génération de musique, tu vas trouver assez facilement. Je pense que ça, pareil, ça va être J'irai amené tester. à se développer. Pour l'instant, je suis pas tout à fait convaincu, mais c'est mon manque. Je pense que c'est mon manque de compétences et de connaissances en matière musicale qui me bloque plus qu'autre chose. Mais ouais, ça existe. En 2 mots, nous, au Freaky, que ce soit les génériques ou les petits sons qu'on met pendant les quiz ou les intermèdes, je suis comme toi, c'est-à-dire que moi je vais sur Pixabay, je donne le nom, ils font des images libres de droit, mais également des sons et des petits génériques, donc on a été pioché là-dedans, donc voilà, on utilise des morceaux libres de droit, et voilà. Et du Alors coup, moi, je vais sur. Tiens, je vais te donner la ref comme ça. Si il y a des personnes que ça intéresse, je vais sur un site qui s'appelle freesound.org, qui est un site que j'avais découvert en jouant à un jeu, un point and click en mode 16 bits, mais qui pourtant est sorti il y a 3-4 ans, qui s'appelle Night, le cauchemar de Innsmouth, ou un truc comme ça. Ça ressemble vraiment, tu sais, au premier jeu Monkey ouais, Island, ok. en mode point and click, mais ça se passe dans un univers Lovecraftien, et les développeurs de ce jeu étaient partis de Tout ce simplement, site d'accord. pour prendre leur sample. Et vu que je sais que t'aimes bien les quiz, je t'avais Ah, préparé un petit truc sur le registre ok. creepypasta. J'ai généré quatre creepypasta vraiment très courtes par intelligence artificielle. Et à toi de me dire si c'est si c'est basé sur une creepypasta qui est connue, qui est documentée, ou si c'est vraiment quelque chose qui a été créé par Alors, l'IA. j'y connais pas grand-chose, mais allons-y. Bah, justement, tu as un Ok, regard, du coup, tu ça as un marche. regard neutre sur la question, parce que si tu connaissais les creepypasta avant, t'aurais fait la part des choses. Donc il y en a 4. À toi de me dire si c'est donc si c'est pure IA ou si c'est une histoire Ok. basée sur une vraie creepypasta. Alors, la première. Il était une fois un groupe d'amis qui aimaient explorer des endroits abandonnés. Ils ont entendu parler d'un hôpital psychiatrique abandonné dans la ville voisine et ont décidé de le visiter. Ils ont préparé leur équipement et se sont rendus sur place. L'hôpital était immense. Ils ont commencé à explorer les couloirs sombres et les salles vides. Soudain, ils ont entendu un bruit étrange venant de l'étage supérieur. Ils ont décidé de monter pour voir ce qui se passait. En arrivant au dernier étage, ils ont trouvé une porte verrouillée. Ils ont essayé de l'ouvrir, mais elle était bloquée. C'est alors qu'ils ont entendu des bruits de pas derrière eux. Ils se sont retournés et ont vu une silhouette sombre se diriger vers eux. Ils ont essayé de fuir, mais la porte était toujours bloquée. La silhouette s'est approchée d'eux et ils ont vu que c'était un ancien patient de l'hôpital. Il avait l'air en colère et a commencé à les poursuivre. Les amis ont couru dans les couloirs en essayant de trouver un moyen de sortir. Finalement, ils ont trouvé une fenêtre brisée et ont sauté à travers elle. Ils ont atterri dans une cour à l'arrière et ont couru jusqu'à leur voiture. Ils ont réussi à s'échapper, mais ils ont juré de ne plus jamais explorer d'endroits abandonnés. Ah, c'est triste, la fenêtre brisée. Je sais pas, ça a l'air aussi bateau que ce que tu nous as fait écouter tout à l'heure, avec l'histoire de l'hôpital abandonné, donc je serais tenté de dire que c'est un petit peu du même acabit et que ça a été généré par l'IA. Et oui, bien vu, bien Ah, vu, bien vu. Effectivement, j'ai commencé par celle-là pour voir si tu suivais un petit peu. t'as vu, hein, j'écoute ce que tu Ouais. dis. Alors, la deuxième. Il était une fois un jeune garçon nommé Ben, qui aimait jouer aux jeux vidéo. Un jour, il a acheté un jeu d'occasion appelé The Legend of Zelda Majora's Mask. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Le jeu a commencé à se comporter de manière bizarre. Des choses étranges se sont produites dans le jeu, comme des personnages qui disparaissaient et réapparaissaient, des messages étranges qui apparaissaient sur l'écran et des sons étranges qui sortaient des haut-parleurs. Ben a commencé à avoir des cauchemars étranges. Il rêvait qu'il était dans le jeu et qu'il était poursuivi par un personnage appelé Link. Link avait des yeux vides et noirs. Il portait un masque étrange. Ben a commencé à avoir peur du jeu, mais il ne pouvait pas s'arrêter de jouer. Un jour, Ben a été retrouvé mort dans sa chambre.
Les enquêteurs ont découvert que son ordinateur avait été infecté par un virus étrange. Le virus avait été créé par un hacker qui avait caché une copie du jeu Majora's Mask sur le disque dur de Ben. Le hacker avait modifié le jeu pour y inclure des éléments effrayants et avait créé un personnage appelé Ben. Les rumeurs disent que si vous jouez à cette copie modifiée du jeu, Ben apparaîtra dans vos rêves et vous poursuivra jusqu'à ce que vous soyez mort. Les joueurs ont signalé des choses étranges se produisant dans le jeu, comme des messages qui apparaissaient à l'écran, des sons étranges qui sortaient des haut-parleurs, et des personnages qui disparaissaient et réapparaissaient. Authentique creepypasta ou généré par l'IA. Alors, j'espère que Nintendo te fera pas de procès. Alors clairement, le sino me rappelle clairement des tas de films que j'ai vus un petit peu sur ce même acabit-là, avec les fameux jeux vidéo où on sait pas trop si c'est le jeu ou si c'est la réalité. Donc je pense qu'il y a un fond de légendes urbaines réelles. J'ai juste l'impression que son jeu est tout simplement buggé, quoi. Voilà. S'il y a des personnages qui disparaissent et des textes chelous voilà. Je pense que il est tellement buggé qu'il en est mort. Je pense que tu as acheté un vieux jeu buggé d'occasion, cher Ben, et que le problème vient de là. Donc non, je dirais qu'il y a peut-être un fond de vérité, ouais. Enfin, un fond de vérité. Un fond de légende existante. Bien vu, bien vu, bien vu. Oui, ça s'appelle, c'est une creepypasta qui est connue sur les internets sous le titre de Ben Drowned. Et je ne sais plus quel film ça me cause ça, je sais pas si c'est Brain Scan ou un truc comme ça peut-être. Brain Scan. Voilà, Michael, 16 ans, reçoit pour son CD-ROM interactif un jeu appelé Brain Scan qui permet une expérience inédite en matière d'épouvante, voilà, genre qui passionne le garçon, le jeu en marche, l'âme et le corps de Brain Scan. L'âme et le corps de Brainskine, Trister, se matérialise. À partir de ce moment-là, il devient impossible à Michael de distinguer la réalité de l'imaginaire. Voilà, donc voilà. En fait, c'est le scénario de Brainscan avec Edward Furlong. Ah, je l'ai peut-être vu, celui-là, ça me dit quelque chose. J'en ai encore deux, tu veux les écouter vas-y, on arrête là? Non, c'est bon. Allez, hop. Allez. Pour une fois que je gagne un quiz, vas-y. Donc, creepypasta numéro 3. Il était une fois une famille qui vivait dans une grande maison à la campagne. Un soir, alors que tout le monde dormait, ils ont été réveillés par un bruit étrange. Ils ont entendu des pas dans le couloir, mais quand ils ont allumé la lumière, il n'y avait personne. Les jours suivants, ils ont commencé à remarquer des choses étranges dans la maison, des objets qui ont été déplacés, des portes qui ont été ouvertes et des bruits étranges qui ont été entendus. La famille a commencé à se sentir observée, comme si quelque chose les regardait tout le temps. Un jour, la fille de la famille a vu quelque chose d'étrange dans le jardin. C'était une créature qui ressemblait à un homme, mais qui avait des yeux noirs et vides. La créature avait des griffes acérées et des dents pointues. La fille a couru à l'intérieur de la maison, mais la créature l'a suivie. La famille a essayé de fuir, mais la créature était toujours là. Ils ont appelé la police, mais personne ne les a crus. La créature a continué à les poursuivre jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Des années plus tard, une autre famille a emménagé dans la maison. Ils ont commencé à remarquer des choses étranges, comme si la maison était hantée. Ils ont entendu des bruits étranges et ont vu des ombres se déplacer dans la maison. Un jour, la fille de la nouvelle famille a vu la même créature que la famille précédente. Elle a essayé de fuir, mais la créature l'a suivie. La famille a finalement quitté la maison, mais la créature les a poursuivis. La légende de The Rake est née. On dit que si vous voyez cette créature, elle vous poursuivra jusqu'à ce que vous soyez mort. Les gens ont signalé avoir vu cette créature dans les bois, dans les parcs et même dans leur propre maison. Soyez prudents car The Rake pourrait être partout. Alors je pense que ça existe. Et j'ai deux raisons pour ça. Bon, le début m'a fait un peu penser à Paranormal Activity. Et puis surtout, tu as mentionné ce nom tout à l'heure, The Rake. Ah merde, je me suis trahi moi-même. Tu l'as mentionné comme étant une creepypasta. Ah, quel boulet, c'est pas possible. Tu vois que je suis ce que tu dis. C'est pas possible. Ah, le boulet. Donc, effectivement, j'ai raison. C'est bien. Oui, tu as raison, tu as raison. Tu as raison, effectivement, une creepypasta qui s'appelle The Rake, qu'on trouve schématiquement sous cette forme, mais qui parle bien d'une forme
d'une forme sombre qui poursuit les habitants d'une maison jusqu'à les tuer. C'est pas Slenderman, hein, c'est vraiment quelque chose à part entière parce que par certains aspects, elle peut faire penser à Slenderman, mais non, c'est bien quelque chose de différent. Une dernière pour la route. Allez, let's go. Il était une fois un homme qui voyageait seul sur une route déserte. Il faisait nuit et il pleuvait à verse. Soudain, il a vu un autostoppeur sur le bord de la route. L'homme a décidé de s'arrêter et de lui offrir le trajet. L'autostoppeur était silencieux et ne disait pas un mot. L'homme a essayé de lui parler, mais il n'a pas obtenu de réponse. Il a commencé à se sentir mal à l'aise et a décidé de mettre de la musique afin de briser le silence. C'est alors qu'il a remarqué que l'autostoppeur avait disparu. Il a regardé dans le rétroviseur, mais il n'a rien vu. Surpris, presque choqué, il a néanmoins continué de conduire. Mais il a commencé à entendre des bruits étranges venant de l'arrière de sa voiture. Il a regardé dans le rétroviseur et a vu l'autostoppeur assis sur la banquette arrière. Il avait l'air différent, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en quelques minutes. L'homme a paniqué et a arrêté la voiture. Il est sorti et a couru dans la nuit. Il a entendu l'autostoppeur rire derrière lui. Il a continué à courir jusqu'à ce qu'il arrive dans une station-service. Il a appelé la police, mais les policiers n'ont rien trouvé. L'homme a été traumatisé par cette expérience et n'a jamais repris la route de nuit. Ah, je suis partagé sur celle-ci, mais je sais pas, le scénario m'a l'air un peu bancal quand même. Donc là, je dirais IA. Ouais, bien vu. T'es fort, dis donc. Ouais, non, l'histoire du mec qui vieillit, machin, il se passe pas grand-chose, il rigole, non, c'est un peu trop bateau. Il manque le petit quelque chose. Ouais, mais pourtant, la thématique de l'autostoppeur, c'est quelque chose que tu retrouves souvent. Oui, tout à fait, complètement. Entre les dames blanches, par exemple. Hein, mais le fait qu'il cherche pas spécialement à nuire, juste vieux, ça fait pas de lui quelqu'un de méchant. Bien vu. Mais tu vois, il y a quand même un côté, comme tu disais, un petit peu plus bateau sur des histoires qui sont générées par IA. Donc, tu vois, malgré tout, il y a encore possibilité, tu vois, de réussir à distinguer. Mais parce que je me pose la question. Je pense que si j'écoutais sans me demander si c'était généré par IA, j'aurais pas spécialement mis le point dessus, quoi. Ah oui, peut-être que du coup c'était un petit peu orienté. Mais ouais, moi je trouvais l'exercice intéressant. Mais l'exercice était sympathique, je te remercie. Voilà, bah oui, moi je voulais te faire ce petit quiz avant de conclure l'épisode. Eh ben, super. Eh ben, en conclusion, ma conclusion à moi, c'est que faut pas avoir peur des IA, je pense que c'est des outils qui peuvent vraiment nous aider, et je pense que c'est vraiment l'avenir, et qu'on en utilisera de plus en plus dans notre vie de tous les jours, peut-être encore pour des usages qu'on ne soupçonne pas encore aujourd'hui, mais moi je vois ça d'un œil plutôt comme un enfant qui découvre un nouveau jouet, et après il faut être prudent, faut pas faire n'importe quoi avec, il faut pas peut-être mettre ça entre toutes les mains, il faut savoir le borner et savoir l'utiliser correctement, mais je pense que bien utilisé, ça peut être un outil extrêmement intéressant, même si derrière, évidemment, je comprends toutes les problématiques d'emploi que ça peut créer sur certains métiers, et sur lesquels, évidemment, il faudrait être vigilant, et il y a peut-être effectivement un risque encore plus grand, que ce soit notamment tout ce qui est autour des fausses informations, que ce soit des informations écrites ou même on a vu avec les IA de voix, etc. Quand c'est pour chanter Pokémon, ça va, mais quand c'est pour annoncer la 4e guerre mondiale, c'est peut-être un autre niveau. Bref, mais bon, ça dépasse le cadre de nos podcasts, mais en tout cas moi c'est un outil que j'utilise et qui me facilite quand même bien la tâche. Et si jamais vous, dans d'autres cadres, vous utilisez ces IA, je serais curieux de le savoir, n'hésitez pas à nous faire des retours. Ouais, je suis très curieux moi aussi d'avoir des retours sur d'autres usages. Je pense que ça peut être assez intéressant parce que effectivement il y a un certain nombre de, tu vois, ton exemple là de la correction automatique, ça m'était même pas venu à l'esprit, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on soupçonne pas en termes d'utilisation, qui peuvent être très intéressantes à déployer. Après, moi, je serais un petit peu plus réservé, que toi. Je reconnais sans problème l'aspect pratique
des applications qui peuvent en être faites, il n'y a pas de souci, je m'en sers moi-même, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Après, je peux pas m'empêcher de voir un côté un petit peu cynique dans certains usages qui pourraient être faits, notamment sur de la création de fonds. C'est sûr. Voilà, c'est un petit peu plus, peut-être un peu plus réservé là-dessus, mais Mais là, je crois qu'ils ont annoncé récemment le film Edith Piaf, un espèce de biopic sur Edith Piaf, mais généré par IA, avec que des images générées par IA, pas d'acteurs, etc. Donc c'est une première étape, hein. Je sais pas si le film bidera ou pas, ou si ce sera un véritable succès, mais en tout cas, voilà, ça arrive. Bah, attendez-vous à en voir de plus en plus. Sur cette information, j'ai vraiment envie de conclure en citant le grand Ian Malcolm dans Jurassic Park. Il disait, vous étiez tellement préoccupé par ce que vous pouviez faire que vous ne vous êtes pas demandé si vous en aviez le droit. Voilà, ce serait une très bonne conclusion. Merci à toi. Merci à toi, Roland. Cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, à venir rejoindre le Discord du collectif. Tout à fait. Et puis à bientôt pour un autre épisode. Bye. Ouais, à bientôt tout le monde. Salut. 1, 2, 1, 2, bonsoir les amis, c'est Roland. Il se trouve qu'il s'est passé un petit peu de temps entre l'enregistrement de cet épisode et son montage pour sa sortie, et les IA avançant tellement vite, il y a eu pas mal de nouveautés, notamment l'application qui fait le buzz actuellement sur internet qui s'appelle Suno, qui permet de générer une chanson chantée avec un air musical déjà clé en main, en alimentant uniquement le site avec des lyrics. Et ben du coup, en guise de générique de fin, on vous a préparé 2 petites capsules avec Ikalan. La première, c'est la chanson que j'avais interprétée avec Sieur Gagago du FreakyCast pour l'occasion des 37e PCF d'or. Donc on va vous diffuser ce morceau, qui était une ode au manga Game of Familia, pour la déconne évidemment. Et enfin, notre ami Ikalan nous a écrit un petit générique pour le FreakyCast, qu'il a mis en musique grâce à cette application d'intelligence artificielle. Sur ce, on vous laisse avec ces 2 génériques de fin. À bientôt, bye. Aujourd'hui on n'a plus le droit de pas lire Game of Familia. Dépasser reste pas pour moi. Quand je le lis je pense à toi. Je te jure t'auras pas de cauchemar, mais juste des rêves un peu paillards, un peu de nains et des voyeurs dans ce manga que j'ai sur le cœur. Aujourd'hui on n'a plus le droit de pas lire un bouquin comme ça. Dépasser pas de ça chez moi. C'est clair, ce livre il est pour toi. Tu sois seul dans un dortoir, en prison derrière un parloir, ou sur ton trône comme un seigneur, lis ce manga que j'ai sur le cœur. Aujourd'hui on n'a plus le droit de pas lire Game of Familia. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Ce géant mégalo, c'est Gagago. Traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Ce séduisant géant, c'est lui Roland. C'est FreakyCast le show, le beau FreakyCast. C'est FreakyCast le show, le beau FreakyCast. Du fond du temps comme un soleil éblouissant. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ces merveilleux génies de l'infini. Ils sont nés d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible héros, c'est Gagago. C'est FreakyCast le show, le beau FreakyCast.